Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le ministre espagnol des Affaires étrangères salue une coopération exemplaire entre Rabat et Madrid. En visite au Maroc, Josep Borrell et son homologue Nasser Bourita ont examiné les moyens de mettre en œuvre le partenariat stratégique entre les deux pays. Les Nations Unies condamnent un usage excessif de la force au Soudan. La dispersion d'un sit-in de manifestants par les militaires dans la capitale Khartoum a fait 30 morts et des centaines de blessés. L'ONU réclame une enquête indépendante. Le Bureau central d'investigation judiciaire a interpellé 3 membres d'une cellule terroriste affiliée à Daesh. Ils ont été arrêtés dans les villes de Rachidia et Tinghir. Dans un communiqué, le BCIJ indique qu'ils étaient en train de préparer des attaques terroristes. Enfin, vous découvrirez les œuvres de Mohsin Eno, des photographies présentées à Casablanca dans le cadre d'une double exposition pensée et articulée entre le Maroc et les Pays-Bas. Madame, Monsieur, bonsoir. Les musulmans du monde entier s'apprêtent à célébrer Eid al-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Eid al-Fitr sera ainsi célébré demain en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït et en Turquie. La fête sera aussi célébrée demain mardi par les musulmans de France, d'Espagne, de Belgique et d'Allemagne. Au Maroc, l'observation du croissant lunaire se fera demain pour déterminer la date de Eid al-Fitr. Sachez également que le ministère de la Réforme, de l'Administration et de la Fonction publique annonce qu'il a été décidé d'accorder un congé exceptionnel le vendredi 7 juin prochain dans les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics au cas où Eid al-Fitr est célébré le mercredi 5 juin. Une coopération exemplaire, c'est ainsi que le ministre espagnol des Affaires étrangères décrit les relations entre Rabat et Madrid. En visite au Maroc, Josep Borrell et son homologue Nasser Bourita ont examiné les moyens de mettre en œuvre les accords conclus en février dernier lors de la visite du roi d'Espagne, Felipe VI. Un partenariat stratégique couvrant notamment les domaines politiques et sécuritaires. C'est un reportage à Rabat de Mouloudi Zindine, le récit est de Samia Harissi. Une coopération hispano-marocaine exemplaire dans des domaines très sensibles. C'est ce qui a été mis en avant ce lundi à Rabat lors de cette rencontre qui a réuni le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue espagnol, Josep Borrell. Un moyen pour Madrid de veiller à la pérennité des relations bilatérales. Pour l'Espagne, les rapports avec le Maroc, ce n'est pas tout simplement des rapports bilatéraux. Il s'agit d'une politique d'État. Et nous sommes engagés à bâtir un véritable partenariat stratégique et global avec notre grand voisin méditerranéen. Les deux parties ont examiné les engagements conclus entre Rabat et Madrid lors de la visite du roi Felipe au Maroc en février dernier. Le renforcement du dialogue politique et la collaboration sécuritaire ont été les principaux axes évoqués. La dynamique bilatérale continue, la dynamique bilatérale se renforce. La concertation politique est permanente et aujourd'hui ça nous a permis de discuter des prochaines échéances au niveau euro-méditerranéen. L'espace euro-méditerranéen, un thème au cœur d'une rencontre dédiée à la réflexion sur l'avenir des relations entre le Maroc et l'Union européenne, à laquelle participeront Nasser Bourita et Josep Borrell. De plus, ce dernier a par ailleurs indiqué que son pays s'engage à renforcer les prestations consulaires au Maroc. Les Nations Unies condamnent un usage excessif de la force au Soudan après la dispersion d'un sit-in de manifestants par les militaires dans la capitale Khartoum. Le bilan est de 30 morts et de centaines de blessés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame une enquête indépendante. Depuis le mois d'avril dernier, le mouvement soudanais de contestation appelle au transfert du pouvoir à une autorité civile. Amina Ben Khalq. Des manifestants qui courent après avoir été repoussés par les militaires. Puis des bruits de détonation d'armes à feu. Ces images amateurs ont été tournées quelques minutes seulement après la dispersion d'un sitting de manifestants à Khartoum qui a fait au moins 30 morts et des centaines de blessés selon le comité central des médecins. En tant que Soudanais, je tiens les militaires pour responsables de la dispersion de ce sitting. C'est une trahison pour ce peuple. Le Conseil militaire de transition a lui démenti toute dispersion par la force du sitting. Malgré cela, les condamnations à l'international se sont enchaînées. Après la Maison Blanche et l'Union européenne, l'ONU a réagi.
Le secrétaire général de l'ONU condamne avec fermeté la violence et l'usage excessif de la force par les forces de sécurité contre des civils, ce qui a coûté des vies et fait des blessés. À Khartoum, les sit-ins devant le siège de l'armée sont presque une habitude depuis le 11 avril, date de l'éviction par l'armée du président Omar el-Bashir, un départ que des milliers de manifestants exigeaient. Aujourd'hui, leur principale revendication est la mise en place d'un pouvoir civil. Ce nouveau drame de l'immigration au large de la Libye, 25 migrants sont portés disparus suite au naufrage d'une embarcation. Les gardes-côtes libyens ont pu repêcher 73 rescapés du naufrage et ont retrouvé les corps d'une femme et d'un enfant. En Syrie, l'armée syrienne poursuit ses bombardements sur la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. 6 personnes ont été tuées aujourd'hui. Idlib est le dernier bastion des djihadistes. Le régime syrien a lancé une offensive aérienne sur cette région le mois d'avril dernier. Au Maroc, le bureau central d'investigation judiciaire a interpellé 3 membres d'une cellule terroriste affiliée à Daesh. Ils ont été arrêtés dans les villes de Rachidia et Tinrir. Dans un communiqué, le BCIJ indique qu'ils étaient en train de préparer des attaques terroristes. Amina Ben Khalq. Nouveau coup de filet du bureau central d'investigation judiciaire à Rachidia et Tinrir. Les hommes du BCIJ ont interpellé sur la base de renseignements précis 3 membres d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation terroriste Daesh. Selon un communiqué du bureau central, ils préparaient des attaques terroristes dans le royaume. Tous âgés entre 26 et 28 ans, les membres de cette cellule s'étaient engagés dans la propagande de Daesh et de ses discours extrémistes, tout en essayant de recruter et d'enrôler d'autres éléments en préparation de leur projet terroriste selon les investigations préliminaires. Ces investigations se poursuivent avec les suspects qui ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. À la Chambre des conseillers, l'opposition dénonce les faibles perspectives de croissance. Lors du débat sur le bilan de mi-mandat du gouvernement, les questions économiques et sociales étaient au cœur des débats. De leur côté, les conseillers de la majorité mettent à l'actif du gouvernement l'amélioration du climat des affaires. C'est un reportage à Rabat de Nadia Ouhta et Hicham Sunni. Le récit est de Amina Ben Khalq. Le bilan de mi-mandat de l'exécutif décortiqué par les conseillers entre production législative, développement économique et social, tous les sujets sont abordés. Ils sont en revanche loin de faire l'unanimité. L'opposition dénonce un taux de croissance toujours faible et un endettement du Trésor en hausse. Nous sommes à la mi-mandat, d'où la nécessité d'analyser ce qui a été jusque-là accompli par le gouvernement. Pendant la période électorale, on nous parlait d'un objectif de 7% de croissance. Le programme gouvernemental l'a ensuite fixé à 5,5%. Malheureusement, le gouvernement n'arrive même pas à dépasser les 2,7%. Le niveau de la dette publique a atteint un niveau alarmant. Le gouvernement ignore comment faire pour injecter des liquidités dans le Trésor. Et sans surprise, les conseillers de la majorité soulignent l'accomplissement de l'exécutif comme la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires. C'est un bilan positif si l'on se penche sur l'indice de corruption qui a baissé de 17 points. La position du Maroc dans l'indice Doing Business s'est également améliorée, passant de la 75e à la 60e place. Il y a plusieurs éléments positifs dans ce bilan, mais beaucoup reste à faire dans les domaines de l'éducation et de la santé. Il faut insister sur la question sociale. واليوم الدولة المواطنة هي الدولة التي ترتكز على المسألة الاجتماعية. Le chef du gouvernement a présenté le 13 mai dernier son bilan de mi-mandat devant les 2 chambres du Parlement. Saadetdine Latmani qui s'est dit satisfait du chemin parcouru par l'exécutif environ 2 ans et demi après son entrée en fonction. Les ophtalmologistes sont en colère, ils l'ont fait savoir aujourd'hui devant le siège du ministère de la Santé à Rabat. Ils dénoncent le projet de loi 4513 en discussion au Parlement. Le texte permet aux opticiens de déterminer l'acuité visuelle, une mesure catégoriquement rejetée par les ophtalmologistes. Reportage Abdelhamid El Morabit et Mustafa Saïdouni, le récit est de Samia Harissi.
Les ophtalmologues ne décolèrent pas. Les praticiens du secteur libéral ont observé aujourd'hui une grève à l'échelle nationale et ont tenu un sit-in devant les locaux du ministre de tutelle pour protester contre le projet de loi 4513 actuellement devant la deuxième chambre et particulièrement contre l'article 6 qui stipule que l'opticien lunetier peut délivrer et adapter des articles d'optique destinés à corriger ou protéger la vue sans prescription médicale. Quand une personne voit 10 sur 10, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne présente aucune maladie ophtalmologique. L'adaptation des lunettes à la vue ne suffit absolument pas à exposer les citoyens au danger de certaines affections et même à la cécité. Nous demandons l'annulation de l'article 6. Les techniciens doivent travailler sous la supervision de l'ophtalmologue. C'est tout. Il n'existe aucun conflit. Ils doivent adapter l'article optique selon la prescription du médecin. Nous dénonçons l'attitude du ministère. L'adaptation des lentilles de contact doit être réalisée par des personnes qui ont reçu une formation. Et ces personnes, ce sont les ophtalmologues qui sont les seuls habilités à le faire. Les ophtalmologues reprochent au ministère de tutelle de ne pas les avoir associés à l'élaboration de ce projet de loi. Ce que nous voudrions préciser, c'est que nous avons élaboré un texte qui décrit les tâches du médecin et celles de l'opticien. Dans le cadre d'un dialogue qui va avoir lieu avec tous les concernés, je pense que ce projet de loi insiste sur ce point dans l'article 4. Pour rappel, un terrain d'entente avait été trouvé concernant l'article 6 du projet de loi 4513, mais une proposition d'amendement qui doit être adoptée cette semaine en commission à la deuxième chambre a alerté les ophtalmologues qui jugent ce texte inacceptable et dangereux pour la santé publique. Direction Al-Hoceima, où les résultats d'une campagne de dons de sang a dépassé toutes les espérances des organisateurs. L'initiative a été lancée au début du mois de Ramadan. La campagne a permis de recueillir 550 poches de sang, bien plus que l'objectif initial. C'est un reportage de Fouad Azzouzi et Mohamed Hajoub. Le récit est de Sarah Jabri. 550 poches de sang collectées en 2 semaines, un record réalisé par le Centre régional de transfusion sanguine d'Al-Hoceima, alors que l'objectif initial d'une campagne de dons de sang lancée au début du mois de Ramadan était d'atteindre les 350 donneurs. Le mois de Ramadan fait partie habituellement des périodes pendant lesquelles nous faisons face à une pénurie de sang. Mais vu le nombre considérable de dons, nous avons pu répondre aux demandes en sang au niveau de la province. La campagne a été précédée d'une opération de sensibilisation, 2 semaines pendant lesquelles les citoyens ont été sensibilisés à l'importance et aux multiples bienfaits du don de sang, une opération tenue en coordination avec les associations opérant dans ce secteur. Nous appelons tous les citoyens à se mobiliser pour maintenir cet élan de solidarité en faisant un simple don de sang pour aider les personnes dans le besoin. Une campagne qui a également permis au centre de transfusion sanguine d'Al-Hoceima d'approvisionner certains centres avoisinants, en l'occurrence la banque de sang de Nador, qui a reçu une 20aine de poches. C'est la traditionnelle aumône de la fin du Ramadan. Zakat al-Fitr est effectuée avant la prière de l'Eid. Cette année, le Conseil supérieur des ulama a fixé le montant de Zakat al-Fitr à 13 dirhams par personne. C'est un reportage de Mrim Amlal et Mouloudi Zindine. Le récit est de Sarah Jabri. Lorsque le Ramadan touche à sa fin, les musulmans s'acquittent de Zakat al-Fitr, une aumône obligatoire pour tout jeûneur, afin de compléter l'immense récompense du mois béni. Historiquement, elle est octroyée sous forme de denrées alimentaires, blé, riz, maïs et orge. Sa valeur a été fixée au contenu de 4 fois 2 mains jointes, ce qui correspond à environ 2,5 kg de produits alimentaires les plus consommés dans le pays. L'émission de la valeur en espèces a été autorisée par les juristes cette année et après avoir établi les estimations en se basant sur le prix du blé au marché, le Conseil supérieur des oulémas a fixé le montant de Zakat al-Fitr à 13 dirhams. Il est préférable de sortir la zakat avant la prière de l'Aïd. Le meilleur moment est de la sortir entre la prière de l'aube et la prière de l'Aïd, mais elle peut bien être donnée 2 ou 3 jours avant. En espèces ou en céréales, Zakat al-Fitr
est une parfaite illustration des valeurs de solidarité et d'entraide prônées par l'islam. Pour clôturer cette édition, je vous invite à découvrir les œuvres de Mohsin Ennou. Il présente ses photographies jusqu'au 2 juillet prochain à l'Usine Galerie à Casablanca. L'exposition Blue Notes est le premier volet d'une double présentation pensée et articulée entre le Maroc et les Pays-Bas. C'est un reportage de Amin Haddou, le récit est de Sami Harissi. C'est sa double culture maroco-néerlandaise que Mohsin Ennou met en scène dans ses 22 photographies. Pendant 3 ans, l'artiste a sillonné tous les recoins du Maroc et des Pays-Bas. Blue Notes, notes bleues, est conçu comme un recueil de souvenirs, des scènes volées au temps, sans référence au lieu d'ancrage. En fait, ça part d'une idée, celle d'appartenir à un lieu et de se sentir comme à la maison. Les photographies que vous voyez ici à l'usine, elles sont le reflet de tous ces voyages et ces déplacements. Et le titre Blue Notes est une référence à Ornette Coleman, qui était un musicien de jazz américain. Mohsin Ennou expose dans le cadre du programme Shba'el Fen Framdan à l'usine, un espace culturel qui abrite également les œuvres d'un autre artiste, Mouad Aboulhana. Dans mon travail, je mélange le modernisme et la tradition en représentant ma culture marocaine. Entre le pop art haut en couleur de Mouad Aboulhana et la série nostalgique Sometimes Here, Sometimes There de Mohsin Ennou, le cœur des visiteurs devrait balancer jusqu'au 2 juillet. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le ministre espagnol des Affaires étrangères salue une coopération exemplaire entre Rabat et Madrid. En visite au Maroc, Josep Borrell et son homologue Nasser Bourita ont examiné les moyens de mettre en œuvre les accords conclus en février dernier lors de la visite du roi d'Espagne Felipe VI, un partenariat stratégique couvrant notamment les domaines politiques et sécuritaires. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour le Messaïa aux alentours de minuit 30. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée sur 2M.